Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine encore pour les chroniques de l'histoire. Nous parlons des chroniques à la cour des Tudors depuis un certain temps déjà, donc ça va être notre dernière petite chronique du mois d'avril, puisque l'année dernière j'avais réalisé pour vous une chronique tout le long du mois de mai sur la chute d'Anne Boleyn que je vous invite à regarder, ainsi que tout le mois de juin, donc vous pourrez aller retrouver dans cette rubrique en dessous vidéo, toutes les vidéos qui concernent cette partie justement de l'histoire. Merci à vous de vous abonner, c'est toujours encourageant. Merci pour vos likes, ça contribue à faire connaître la chaîne. C'est une chaîne vraiment de partage. Une chaîne où nous discutons de l'histoire. Alors évidemment, nous nous retrouvons au quotidien sur les chroniques de l'histoire, sur ma page Facebook, où je partage avec vous de nombreux articles historiques, littéraires, culturels, artistiques au quotidien. Donc ça nous permet d'être en lien vraiment au jour le jour. Et pour ces petites vidéos, et bien comme je vous le dis, c'est la dernière du mois d'avril. Vous irez chercher celle du mois de mai au fur et à mesure. Puis après, pour nous, notre saison touristique va commencer, donc on va être vraiment dans d'autres énergies. Pour autant, je continue toujours à travailler sur les rédactions de mes ouvrages. Un troisième vous sera présenté au cours de l'année 2021, toujours sur la thématique des Tudors. Le quatrième est en cours de rédaction. Vous pouvez retrouver le livre sur les sirènes d'Henri VIII sur Amazon. C'est donc un petit ouvrage d'une centaine de pages, un ouvrage de vulgarisation pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien cette dynastie et puis qui réhabilite la mémoire de ces reines en les présentant telles qu'elles étaient vraiment dans la vraie vie et pas par rapport à ce que l'histoire nous en a dit. Et puis vous avez aussi les fameuses chroniques Tudors qui ont nécessité un très gros temps de travail, des années de travail. C'est 600 pages sur les chroniques de la cour au jour le jour sur cette dynastie qui a duré 118 ans. Alors évidemment, on parle de plein de personnages, des personnages connus mais des personnages moins connus. C'est ce qui me tient à cœur d'être partagé avec vous. Voilà. Alors on commence bien pour les événements qui ont été les plus importants au cours de cette fin du mois d'avril. Nous allons avoir le 13 avril 1534 la convocation de Thomas More. Thomas More qui était le chancelier, un ami d'Henri VIII et qui fut appelé au palais de Lambeth, la résidence officielle de l'archevêque de Canterbury, au bord de la Tamise. Ce 13 avril 1534, Thomas More, qui était le chancelier et l'ami d'Henri VIII, fut appelé au palais de Lambeth, la résidence royale de l'archevêque de Canterbury, Thomas Cranmer, au bord de la Tamise, pour prêter serment à Henri VIII comme chef suprême de l'Église d'Angleterre et pour accepter le premier acte de succession, un texte de loi adopté par le Parlement le 23 mars précédent. Donc l'acte faisait de la princesse Élisabeth, la fille du roi et d'Anne Boleyn, la seule héritière légitime de la couronne et déclarait la princesse Marie, la première fille du roi et de Catherine d'Aragon, enfant illégitime. Donc lors de cette audience, Thomas More reconnut légitime le droit du Parlement de reconnaître Anne Boleyn comme reine d'Angleterre, mais il refusa lui-même de prêter serment, ne reconnaissant pas la suprématie du roi en termes de religion, car pour lui, le roi ne pouvait pas être au-dessus du pape. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fut emprisonné à la Tour de Londres 4 jours plus tard, et il fut accusé de haute trahison le 1er juillet 1535. Il fut condamné à la peine des traîtres, à être pendu, traîné, écartelé, mais sa peine fut commuée en décapitation à Tower Hill le 6 juillet 1535. J'avais réalisé pour vous une petite chronique vidéo à ce moment-là. Le 14 avril 1578, nous sommes beaucoup plus tard, mais c'est vraiment un événement important et là nous sommes plutôt à la cour de la reine Marie Stuart. C'est la mort de James Hepburn, le comte de Boswell, le troisième époux de la reine Marie Stuart, reine d'Écosse. Alors il est décédé à l'âge de 44 ans seulement au château de Draxlom au Danemark, après avoir été retenu par le roi du Danemark, Frédéric, et dans des conditions épouvantables pendant 10 ans.
Boswell avait vraiment perdu la raison au cours de son emprisonnement, tant il avait été difficile. Il était attaché à un pilier et il est resté des années comme cela. Alors c'est un homme qui avait été important, un grand amiral. Il a navigué en Europe avant d'épouser en premières noces une jeune norvégienne. Ses fiançailles donc ne furent pas heureuses et Boswell abandonna Anna qui dut retrouver donc sa famille. Il rencontra Marie Stuart à la cour de France à l'automne 1560 et il devint un gentilhomme de la chambre du roi. Alors on se souvient que quand Marie Stuart est devenue veuve en décembre 1560, eh bien le roi Charles IX et la reine-mère Catherine de Médicis lui avaient demandé de bien vouloir regagner son royaume d'Écosse et c'est justement James Hepburn qui organisa le voyage de retour de Marie dans son pays d'origine, un pays qu'elle avait peu connu parce qu'on se souvient qu'elle n'avait que 6 ans justement quand elle a quitté le royaume. Alors, un peu plus tard, donc, James Hepburn, Boswell, épousa Jane Gordon et Mary Stuart assista à ce mariage, mais là aussi, ce fut une union qui ne fut pas heureuse et il semble que Boswell était déjà très épris de Mary Stuart, avec laquelle il a fini par se marier. C'était donc le troisième mariage pour Mary Stuart et justement, c'est ce qui avait provoqué une insatisfaction très violente de la part des nobles d'Écosse, parce que peu de temps avant, eh bien, le deuxième époux de Marie Stuart, Lord Darnley, on s'en souvient, je vous en ai beaucoup parlé dans les chroniques là aussi, avait été assassiné. Et donc, très peu de temps après, Marie épousait justement Boswell. Donc vraiment, les seigneurs écossais s'étaient opposés à cela. Alors, il y avait eu une bataille. Et après cette bataille, Marie avait été ensuite emprisonnée et envoyée au château de Lochleven. Là, c'est pareil, hein, je vous en parle dans une chronique. C'est donc sur une île où elle fit une fausse couche de jumeaux de Boswell, hein, visiblement. Elle a été obligée d'abdiquer en faveur de son fils, Jacques VI d'Écosse, qui était alors tout bébé et dont le régent était James Stuart, le comte de Moray, qui était le demi-frère de Marie Stuart. Donc tous les titres et toutes les terres de Boswell lui furent retirés par le Parlement. Boswell croyait pouvoir lever une armée en Scandinavie, donc il a pris un bateau, il est parti pour chercher de l'aide et pour essayer de replacer Marie Stuart sur le trône. Mais on se souvient de sa première fiancée, Anna, qu'il avait évincée. Eh bien à ce moment-là, quand il est retourné là-bas, Anna avait posé une plainte contre lui pour abandon et non restitution de dot, et elle le fit emprisonner pour toute la durée du restant de sa vie, hein, jusqu'à sa mort. Il fut donc, comme je vous le disais, attaché à un pilier et la légende raconte que son fantôme eh bien, hante toujours le château où il est régulièrement vu dans la cour avec un chariot, avec des chevaux. Il est inhumé dans une église au Danemark. Et en 1977, eh bien, la reine Marguerite du Danemark fit réaliser une sépulture décente pour le comte de Boswell. Et à l'occasion, sa tombe fut ouverte et le squelette mis à jour, photographié, comme vous pouvez le voir, et remis en place. Donc le 17 avril 1534, hein, je vous l'ai suggéré en commençant cette chronique vidéo, eh bien Thomas More, le chancelier d'Angleterre, le chancelier d'Henri VIII, est envoyé à la Tour de Londres pour avoir refusé de prêter serment sur l'acte de suprématie et de succession. Il est arrivé à la tour par la fameuse porte des traîtres, The Traitor Gate, et il écrivait ensuite à sa fille Margaret Roper pour la tenir informée des événements. Il n'avait pas participé au couronnement d'Anne Boleyn le 1er juin 1533 et donc il avait clairement choisi un camp qui allait le porter jusqu'à la mort. Il avait écrit de nombreuses lettres qui sont encore lisibles et disponibles justement pendant son enfermement à la Tour de Londres. Alors le 18 avril 1536, là aussi, il s'est passé un événement très important. Eustache Chapuis, dont je vous ai déjà parlé, l'ambassadeur impérial dont le maître était Charles Quint, arrivait à la cour d'Angleterre pour pouvoir négocier et traiter avec le roi des termes de paix.
On se souvient très bien que les relations entre Henri VIII et Charles Quint étaient complètement détériorées. Évidemment, Henri VIII avait épousé Anne Boleyn et Charles Quint ne la reconnaissait pas. Eustache Chapuis ne la reconnaissait pas du tout non plus. Il était très ami avec Catherine d'Aragon, on s'en souvient. Il fut l'une des seules personnes à avoir été habilitée à aller voir la première reine d'Henri VIII au château de Kimbolton avant qu'elle décède. Il n'avait jamais reconnu Anne Boleyn comme reine d'Angleterre. Et donc il assistait en fait à une messe où le roi et la reine étaient sur une estrade et lui était au pied de l'escalier. Le couple royal est descendu de cet escalier et ils se sont trouvés devant Chapuis qui était pris au piège et qui a dû s'incliner devant la reine Anne Boleyn et qui a dû la reconnaître comme reine d'Angleterre. Donc c'était certainement un grand jour pour Anne Boleyn à ce moment-là. Elle était absolument ravie que Chapuis puisse s'incliner devant elle. Nous étions à moins de 15 jours de son arrestation et tout allait être basculé pour elle. Alors rapidement, pour les autres événements très importants de cette fin du mois d'avril, le 19 avril 1558, ce furent les fiançailles officielles de Marie Stuart et de François II au Louvre. Henri II reçut Antoinette de Bourbon, la mère de Marie de Guise et donc la grand-mère maternelle de Marie Stuart, et elle fut accueillie comme procuratrice de sa fille, puisque Marie de Guise était restée en Écosse. Elle était accompagnée par des représentants du Parlement écossais qui étaient venus justement pour cette cérémonie de fiançailles, et c'est une cérémonie qui a eu lieu dans la salle des Cariatides au Palais du Louvre. François était le dauphin de France, nous nous en souvenons, c'était l'héritier de la couronne de France, le fils aîné justement d'Henri II et de Catherine de Médicis. Marie, elle était reine d'Écosse depuis l'âge de 6 jours seulement, à la mort de son père Jacques V. Et justement, eh bien, les lords écossais étaient présents pour ces fiançailles et pour montrer que toute l'Écosse était à ce moment-là derrière la reine Marie Stuart. Donc ce fut vraiment un jour de joie, un jour de fête, ces fiançailles avec ces deux royaumes qui s'unissaient en la personne de ces deux jeunes. Et c'est une cérémonie qui a été vraiment extraordinaire, et un bal évidemment a suivi cette cérémonie. Et on sait que le roi Henri II offrit la première danse à sa future belle-fille Marie Stuart. Le 21 avril 1509, une date extrêmement importante aussi, c'est la mort d'Henri VII Tudor au palais de Richmond, donc le père d'Henri VIII, vers 23 heures à l'âge de 52 ans. C'est lui qui fut le fondateur Tudor, on en a beaucoup parlé de cette nouvelle dynastie. Il régna pendant 23 ans et il était descendant de la maison des Lancastre. On se souvient qu'il arracha le trône à Richard III sur le champ de bataille de Bosworth, et que sa mère Margaret Beaufort, qui était descendante du roi Édouard III Plantagenet, s'était battue toute sa vie pour que ce fils puisse monter justement sur le trône d'Angleterre. Donc je ne vais pas vous reparler de tous ces détails puisque nous avons de très nombreuses vidéos qui concernent justement Henri VII, et je vous invite à aller les regarder ou à lire la suite dans les chroniques Tudor bien évidemment. Nous terminons ce mois d'avril le 28 avril 1503. Ce furent les funérailles de notre reine Élisabeth, décédée le 24 mars précédent. Son corps avait été placé dans un cercueil de plomb et transporté de nuit par barge sur la Tamise du palais de Richmond à Whitehall, dans la cité de Westminster. Le cercueil fut exposé solennellement en attendant l'arrivée de son successeur, Jacques VI d'Écosse, qui allait monter sur le trône d'Angleterre sous le nom de Jacques Ier. Alors une effigie représentant Élisabeth et vêtue de ses propres vêtements fut posée sur le cercueil de la reine, la représentant et représentant ainsi la monarchie d'Angleterre, puisque tous les attributs étaient posés à côté de l'effigie et qui représentaient le pouvoir royal. Un grand corbillard habillé de velours violet fut tiré par des chevaux également habillés de velours noir, se rendant vers l'abbaye de Westminster. Alors vous l'imaginez, il y avait une foule immense dans les rues, aux fenêtres, sur les balcons, pleurant la mort de leur reine. Élisabeth Ière a été très aimée par le peuple anglais. Ce que l'on sait, c'est qu'après la cérémonie religieuse qui a duré longtemps, Élisabeth fut d'abord placée dans la chapelle de ses grands-parents, Henri VII et Élisabeth d'York, et ce n'est qu'en 1606, donc 3 ans plus tard,
qu'un cercueil fut placé dans la chapelle de la Vierge à l'abbaye de Westminster, où un merveilleux, un magnifique tombeau de marbre la représente, et les restes ensuite de sa sœur Marie Tudor furent déposés avec ceux d'Élisabeth, mais le tombeau ne représente qu'Élisabeth, et l'épitaphe mentionne: des partenaires sur notre trône, et dans notre tombe ici nous reposons, deux sœurs, Élisabeth et Marie, dans l'espoir d'une seule résurrection. Jacques Ier finança intégralement les funérailles d'Élisabeth Ier pour 11 000 livres sterling, ce qui était absolument monumental. Il fit réaliser un tombeau superbe en marbre blanc, comme vous pouvez le voir. Et Marie Tudor, elle ne dispose que d'une plaque noire rappelant sa mémoire, elle n'a pas de gisant. Donc Jacques Ier fit aussi ériger un tombeau pour sa mère, Marie Stuart, qu'il n'avait finalement pas connue, puisqu'il était bébé lorsque Marie Stuart a été destituée, enfermée, et qu'ensuite elle a pu fuir en Angleterre, où elle est restée prisonnière pendant 19 ans. Ce sont donc des rivales dans l'histoire et dans la religion, puisque l'une était catholique, l'autre était protestante. Après leur mort, eh bien, ce fut le fils de l'une qui devint le successeur de l'autre. Voilà, donc nous terminons ces petites chroniques. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme je vous le disais, vous retrouverez toutes celles qui concernent le mois de mai et le mois de juin en suivant dans ces vidéos. Merci de votre écoute. Alors comme je vous le disais, bien nous nous retrouvons, pour celles et ceux qui le souhaitent, au quotidien sur les chroniques de l'histoire par Sandra sur ma chaîne Facebook. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Facebook qui justement traite de plein d'événements historiques, culturels, littéraires au quotidien. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt.